Un après-midi d'octobre 2008, dans une crèche municipale de Metz, un petit garçon de 3 ans s'endort paisiblement sur son matelas bleu. 40 minutes plus tard, quand la responsable revient dans la salle de sieste, le matelas est vide. Gabriel Monet a disparu sans laisser de traces. Pendant 13 longues années, sa famille vivra dans l'angoisse, convaincue qu'il a été enlevé. Mais en 2021, une femme mourante se présente au commissariat avec une confession qui bouleversera tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Car Gabriel n'a jamais quitté cette crèche vivant. Et la personne responsable de sa mort a travaillé à leur côté pendant des années, gardant un secret qui allait détruire bien plus qu'une seule vie. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Metz, préfecture de la Moselle, compte près de 120 000 habitants en 2008. Cette ville, historique du nord-est de la France, proche de la frontière allemande, est reconnue pour son patrimoine architectural et sa qualité de vie familiale. Les quartiers résidentiels comme Sablon, où se trouve la crèche municipale, les Petits Anges, attirent de nombreuses jeunes familles grâce à leurs espaces verts et leurs équipements publics de qualité. La crèche, les Petits Anges, inaugurée en 2003, accueille 72 enfants âgés de 4 mois à 3 ans. Dirigée par Sandrine Lemaire, une éducatrice expérimentée de 42 ans, l'établissement jouit d'une excellente réputation. Les parents font souvent des listes d'attente de plusieurs mois pour y inscrire leurs enfants, attirés par le professionnalisme de l'équipe et les installations modernes. Gabriel Monet fréquente cette crèche depuis ses 18 mois. Fils unique de Marie, infirmière de 29 ans à l'hôpital Mercy, et d'Antoine, technicien de 32 ans chez ArcelorMittal, Gabriel est un enfant enjoué aux boucles châtains et aux grands yeux noisettes. Ses éducatrices le décrivent comme curieux, mais docile, parlant déjà très bien pour son âge, et manifestant une passion pour les livres d'images. Marie Monet a repris le travail quand Gabriel avait 1 an, partageant comme beaucoup de mères cette culpabilité de confier son enfant si jeune à une structure collective. Mais les Petits Anges l'avaient rapidement rassuré. L'équipe, composée de 8 professionnels, semblait attentionnée et compétente. Gabriel s'y était adapté sans difficulté, pleurant à peine lors des séparations matinales. Parmi le personnel, Brigitte Lacroix occupe une place particulière. Âgée de 54 ans, cette auxiliaire puéricultrice travaille dans la petite enfance depuis 23 ans. Arrivée à la crèche en 2006, elle s'est rapidement imposée comme une figure rassurante, particulièrement appréciée pour sa capacité à endormir les enfants les plus agités. Les parents la surnomment affectueusement la fée du sommeil, tant elle semble avoir un don pour apaiser les petits récalcitrants. Brigitte vit seule dans un petit appartement du quartier Grange-aux-Bois. Divorcée depuis 15 ans, sans enfant, elle a fait de son métier sa véritable passion. Ses collègues la décrivent comme dévouée, parfois même un peu trop perfectionniste. Elle n'hésite jamais à rester plus tard ou à accepter des heures supplémentaires, ce qui arrange souvent la direction confrontée aux congés maladie ou aux urgences familiales du personnel. En cette fin d'octobre 2008, l'atmosphère à la crèche est particulièrement détendue. L'adaptation de rentrée s'est bien passée, les nouveaux enfants ont trouvé leur marque et l'équipe fonctionne harmonieusement. Rien ne laisse présager que dans quelques jours, cette routine paisible sera brutalement interrompue par un événement qui marquera à jamais l'histoire de l'établissement. Le mardi 28 octobre 2008, Gabriel arrive à la crèche à 8 heures précises, comme chaque matin. Marie, qui assure l'équipe de nuit à l'hôpital, le dépose avant de rentrer chez elle pour dormir quelques heures, avant de reprendre son service en soirée. Gabriel porte son pull rouge préféré, celui avec un petit ours brodé, et son pantalon en velours bleu marine. Il serre dans ses bras son doudou, un lapin en peluche beige qu'il appelle Pompon. La matinée se déroule normalement. Gabriel participe aux activités de motricité, joue avec les Legos dans l'espace de jeux libres et mange avec appétit son repas composé de purée de carottes et de blanc de poulet. Vers 12h30,
Comme tous les enfants de son âge, il est conduit dans la salle de sieste située au premier étage du bâtiment. Cette salle, peinte en couleur douce, accueille 16 matelas disposés sur le sol. Chaque enfant a sa place attitrée, marquée par une photo collée au mur. Gabriel dort toujours sur le matelas numéro 12, près de la fenêtre donnant sur la cour de récréation. L'éclairage est tamisé par des rideaux opaques et une veilleuse diffuse une lumière douce en permanence. Ce jour-là, c'est Brigitte Lacroix qui assure la surveillance de la sieste. Sandrine Lemaire se trouve en réunion avec les services de la mairie et les autres éducatrices s'occupent des plus grands ou prennent leur pause déjeuner. Vers 13h15, tous les enfants sont couchés et la plupart commencent à s'assoupir. Brigitte s'installe sur la chaise placée près de la porte, d'où elle peut surveiller l'ensemble de la salle. Elle a apporté un magazine qu'elle feuillette discrètement tout en gardant un œil sur ses petits protégés. Gabriel, comme souvent, a du mal à trouver le sommeil. Il se tourne, se retourne, chuchote avec Pompon son doudou. Vers 13h30, Brigitte remarque que Gabriel ne dort toujours pas. Elle s'approche de lui et lui murmure quelques mots apaisants, lui caresse doucement le dos. Mais le petit garçon semble particulièrement agité ce jour-là. Il demande sa maman, se plaint d'avoir mal au ventre. C'est à ce moment précis que Brigitte Lacroix prend une décision qui changera le cours de plusieurs vies. Dans l'armoire de l'infirmerie, située juste à côté de la salle de sieste, se trouvent divers médicaments destinés aux soins courants. Parmi eux, un flacon de sirop antispasmodique prescrit quelques semaines plus tôt pour un autre enfant, mais jamais utilisé. Brigitte connaît ce médicament pour l'avoir déjà vu administré dans d'autres structures. Elle sait qu'il a un effet sédatif et peut aider les enfants agités à s'endormir. Sans consulter le dossier médical de Gabriel, sans vérifier les contre-indications ou les dosages appropriés pour son âge et son poids, Brigitte verse une cuillère à café de sirop dans un petit gobelet en plastique. Elle revient vers Gabriel et lui propose le médicament magique qui va l'aider à faire de beaux rêves. Gabriel, confiant envers cet adulte qu'il apprécie, boit le sirop sans rechigner. Il fait même une grimace à cause du goût amer et Brigitte lui donne un peu d'eau pour faire passer. « Maintenant, ferme tes petits yeux et dors bien », lui dit-elle en remontant sa couverture. 15 minutes plus tard, Gabriel dort profondément. Brigitte est satisfaite de son initiative et retourne s'asseoir. Les autres enfants dorment également. La salle est plongée dans un silence paisible. Elle reprend la lecture de son magazine, jetant de temps en temps un regard sur ses petits dormeurs. Mais à 14h, quand elle se lève pour vérifier que tout va bien, Brigitte remarque que Gabriel semble dormir très profondément, trop profondément. Elle s'approche et constate avec effroi que l'enfant ne respire plus. Sa peau a pris une teinte bleuâtre, ses lèvres sont violacées. Prise de panique, Brigitte tente de réveiller Gabriel, le secoue doucement, puis plus énergiquement. Rien. Elle vérifie son pouls, colle son oreille sur sa poitrine. Le silence est total. Gabriel Monet est mort. Dans les minutes qui suivent, Brigitte Lacroix vit le moment le plus terrifiant de son existence. Elle réalise l'ampleur de sa faute. Ce médicament, qu'elle croyait inoffensif, a provoqué un arrêt respiratoire chez l'enfant. Son geste, qu'elle pensait bienveillant, vient de tuer un petit garçon de 3 ans. Les pensées se bousculent dans son esprit. Elle va perdre son emploi, être poursuivie pour homicide involontaire, peut-être même aller en prison. Sa réputation, sa carrière, sa vie entière vont s'effondrer. Mais au-delà de ses considérations personnelles, c'est l'horreur de la situation qui la paralyse. Comment annoncer à Marie et Antoine Monet que leur fils unique est mort par sa faute? C'est alors que, dans sa panique et son désespoir, Brigitte Lacroix prend une décision qui hantera le restant de ses jours. Plutôt que d'appeler les secours et d'avouer sa terrible erreur, elle décide de dissimuler la mort de Gabriel. Dans son esprit affolé, un plan confus commence à se former. Si elle fait disparaître le corps, tout le monde croira à un enlèvement. Les parents auront mal, certes, mais ils garderont l'espoir de retrouver leur enfant. Et elle échappera aux conséquences de son acte. Vérifiant que les autres enfants dorment toujours profondément, Brigitte soulève délicatement le corps de Gabriel. Il est encore tiède, ses membres sont souples.
Elle l'enveloppe dans sa propre veste et le cache dans l'armoire de l'infirmerie, derrière les produits d'entretien. Elle retourne ensuite dans la salle de sieste, remet le matelas de Gabriel en place, comme si rien ne s'était passé, et attend la fin de la sieste programmée à 15 heures. Quand les premiers enfants commencent à se réveiller, elle les aide à se lever, leur donne à boire, et fait comme si Gabriel était déjà parti avec ses parents. Vers 15h30, quand Antoine Monet arrive pour récupérer son fils, Brigitte lui explique avec un calme troublant que Gabriel a disparu pendant la sieste. Elle affirme l'avoir vu pour la dernière fois vers 13h45, endormi sur son matelas, et découvert son absence en réveillant les enfants. L'alerte est immédiatement donnée. En quelques minutes, la crèche se transforme en scène de crime potentiel. Les gendarmes de Metz arrivent sur place, bouclent le périmètre et commencent les premières investigations. Antoine Monet, sous le choc, appelle frénétiquement sa femme qui dort après sa nuit de travail. Marie arrive 20 minutes plus tard, encore en pyjama, les cheveux défaits, le visage livide. Elle se précipite vers la crèche en courant, hurlant le prénom de son fils. La vision de cette mère désespérée cherchant Gabriel dans tous les recoins du bâtiment restera gravée dans la mémoire de tous les témoins présents ce jour-là. Les premières heures sont cruciales dans ce type d'affaires. L'inspecteur Laurent Vidal, spécialisé dans les disparitions d'enfants, prend la direction de l'enquête. Âgé de 45 ans, père de 2 enfants, il connaît l'urgence de ce genre de situation. Statistiquement, plus le temps passe, moins les chances de retrouver l'enfant vivant sont importantes. Toute l'équipe de la crèche est interrogée individuellement. Sandrine Lemaire, la directrice, encore sous le choc de sa réunion, explique l'organisation de l'établissement, les protocoles de sécurité, les systèmes d'accès. Les gendarmes découvrent que la porte donnant sur la cour est restée ouverte pendant une partie de l'après-midi pour aérer les locaux. C'est par là qu'un éventuel ravisseur aurait pu s'introduire et ressortir. Brigitte Lacroix est interrogée comme tous ses collègues. Face aux enquêteurs, elle maintient sa version avec une assurance déconcertante. Elle explique avoir vu Gabriel endormi vers 13h45, puis s'être concentrée sur la surveillance générale de la salle. Quand elle a voulu réveiller les enfants à 15h, le matelas de Gabriel était vide. « Il était là, je vous assure qu'il était là », répète-t-elle en sanglotant. « Comment ai-je pu ne pas voir quelqu'un entrer et l'emmener? Comment ai-je pu laisser faire ça ?» Ses larmes semblent sincères, sa détresse palpable. Personne ne soupçonne qu'elle pleure en réalité sur son terrible secret. Les recherches s'organisent rapidement. Des dizaines de gendarmes, des maîtres chiens, des bénévoles ratissent le quartier Sablon et ses environs. Les jardins, les caves, les parkings souterrains, tout est fouillé méthodiquement. Des hélicoptères survolent la zone, les rivières et étangs proches sont dragués. Pendant ce temps, Marie et Antoine Monet vivent leur pire cauchemar. Ils passent des nuits entières dans les rues de Metz, appelant Gabriel, distribuant des tracts avec sa photo. Marie ne peut plus travailler. Antoine a pris un congé sans solde. Leur univers s'est écroulé en quelques heures. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. Le visage poupin de Gabriel, ses boucles châtains et son sourire candide font la une des journaux régionaux. « Avez-vous vu Gabriel ?» titrent les journaux. Sa photo est placardée dans toute la région, diffusée aux postes frontières, envoyée dans tous les commissariats de France. Mais pendant que ces recherches désespérées se multiplient, Brigitte Lacroix doit se débarrasser du corps de Gabriel. Elle ne peut pas le garder indéfiniment dans l'armoire de l'infirmerie. Le lendemain matin, profitant d'arriver très tôt à la crèche, elle prétexte vouloir aider dans cette période difficile. Elle récupère discrètement le petit corps. À quelques centaines de mètres de la crèche, un nouveau quartier résidentiel est en construction. Le chantier, momentanément arrêté pour des problèmes administratifs, offre de nombreuses cachettes potentielles. Brigitte connaît bien les lieux pour y passer régulièrement lors de ses promenades du soir. Dans l'obscurité du petit matin, elle transporte Gabriel enveloppé dans une couverture jusqu'au chantier. Elle creuse une fosse peu profonde derrière l'une des maisons en cours de construction et y dépose délicatement le corps. Puis elle recouvre la tombe improvisée de terre et de gravats, veillant à ce que rien ne paraisse suspect.
En retournant chez elle, Brigitte Lacroix réalise pleinement ce qu'elle vient de faire. Elle a tué un enfant et vient de l'enterrer clandestinement. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Le mensonge initial l'oblige désormais à mentir jusqu'au bout. Les jours suivants, elle retourne normalement au travail. La crèche fonctionne au ralenti, plusieurs parents ayant retiré leurs enfants par précaution, mais l'activité reprend progressivement. Brigitte joue parfaitement son rôle de collègue sous le choc, participant aux discussions sur l'enquête, se montrant attentionnée envers les parents de Gabriel quand ils viennent apporter de nouveaux tracts. Les semaines passent sans apporter d'éléments nouveaux. L'enquête s'oriente vers plusieurs pistes. Les enquêteurs interrogent longuement un homme récemment licencié des services techniques de la mairie qui avait accès aux locaux. Ils s'intéressent aussi à un ancien employé de la crèche, parti dans de mauvaises conditions 2 ans plus tôt. Plusieurs signalements de témoins évoquent un homme suspect rôdant près de l'école voisine, mais ces pistes ne mènent nulle part. L'hypothèse d'un enlèvement crapuleux est également explorée. Les Monet ne sont pas riches, mais Antoine a récemment bénéficié d'une prime importante chez ArcelorMittal. Peut-être quelqu'un l'a-t-il su et a-t-il voulu s'emparer de Gabriel pour demander une rançon? Mais aucun appel, aucune demande ne parvient jamais aux parents. Noël 2008 est un calvaire pour la famille Monet. Marie a installé un petit sapin dans le salon avec les cadeaux qu'elle avait déjà achetés pour Gabriel. Elle ne supporte pas l'idée qu'il puisse revenir et ne pas trouver ses présents. Antoine, lui, commence à sombrer dans l'alcool. Il passe des heures devant l'ordinateur à consulter les sites de police dédiés aux enfants disparus, à éplucher les témoignages d'autres familles. En janvier 2009, 3 mois après la disparition, l'inspecteur Vidal doit se rendre à l'évidence. L'enquête piétine. Toutes les pistes ont été explorées, tous les témoignages vérifiés, tous les suspects potentiels entendus et disculpés. Le dossier reste ouvert, mais les moyens consacrés à l'affaire diminuent progressivement. Pour Brigitte Lacroix, cette période est également un enfer, mais d'une nature différente. Elle vit dans la terreur permanente d'être découverte. Chaque sonnerie de téléphone, chaque visite impromptue, chaque regard appuyé d'un collègue la fait sursauter. Elle a perdu plusieurs kilos, souffre d'insomnie chronique et développe des troubles anxieux qu'elle cache du mieux qu'elle peut. Mais le temps joue en sa faveur. Plus les mois passent, moins les gens parlent de Gabriel. La crèche retrouve son rythme normal, de nouveaux enfants arrivent, d'autres partent à l'école. La vie continue, comme si ce petit garçon aux boucles châtains n'avait jamais existé. Pourtant, chaque jour, Brigitte pense à Gabriel. Elle pense à ses parents qui continuent de l'attendre, à sa chambre qui reste intacte, à tous ses anniversaires qu'il ne fêtera jamais. Parfois, elle se rend discrètement sur le chantier devenu entre-temps un quartier résidentiel prospère. La maison sous laquelle repose Gabriel a été achevée et habitée par une jeune famille. Des enfants jouent maintenant dans le jardin, ignorant qu'à quelques mètres sous leurs pieds dort pour l'éternité un petit garçon de leur âge. En 2010, Marie Monet fait une dépression nerveuse qui nécessite une hospitalisation de plusieurs semaines. Elle ne supporte plus de voir des enfants de l'âge qu'aurait Gabriel. Chaque petit garçon blond croisé dans la rue la fait éclater en sanglots. Antoine, de son côté, a perdu son emploi à cause de l'alcool et des absences répétées. Le couple, qui s'aimait tendrement avant le drame, commence à se déchirer. Marie reproche à Antoine de ne pas assez chercher Gabriel, de l'abandonner. Antoine accuse Marie de s'enfermer dans ses souvenirs et de refuser la réalité. Ils divorcent finalement en 2012, chacun emportant sa moitié de l'espoir et du désespoir. Pour l'inspecteur Vidal également, l'affaire Gabriel Monet reste une épine dans le cœur. Il a pris sa retraite en 2015, mais continue de recevoir régulièrement des appels de Marie. Chaque enfant retrouvé quelque part en France lui fait espérer que c'est Gabriel. Chaque nouvelle technique d'investigation lui donne envie de rouvrir le dossier. Mais les années passant, même lui commence à perdre espoir. Brigitte Lacroix, elle, a continué sa carrière. En 2011, elle a même été promue responsable adjointe de la crèche. Sandrine Lemaire, qui a pris sa retraite en 2016, lui a confié avant de partir qu'elle avait toujours admiré
sa façon de surmonter le traumatisme de la disparition de Gabriel. Cette remarque a déchiré le cœur de Brigitte, mais elle a souri et remercié sa directrice. Au fil des années, Brigitte s'est construite une nouvelle identité autour de son secret. Elle est devenue la collègue courageuse qui a vécu le drame, celle sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Mais, intérieurement, elle se consume de culpabilité. Elle a développé une forme de mysticisme, fréquente assidûment l'église Saint-Maximin, fait des dons réguliers à des associations d'aide à l'enfance. Parfois, elle croise Marie dans les rues de Metz. L'ancienne mère de Gabriel a vieilli prématurément. Ses cheveux ont blanchi, son regard s'est éteint. À chaque fois, Brigitte détourne les yeux, rongée par la honte et l'envie irrépressible de tout avouer. Mais elle n'en fait rien. Le mensonge est devenu sa prison et elle n'arrive plus à en sortir. L'année 2019 marque un tournant dans la vie de Brigitte Lacroix. Lors d'un contrôle médical de routine, son médecin généraliste, le docteur Martineau, découvre une masse suspecte dans sa poitrine gauche. Les examens complémentaires confirment ses craintes. Brigitte souffre d'un cancer du sein à un stade déjà avancé. Le diagnostic tombe comme un coup près. À 65 ans, Brigitte, qui n'a jamais été vraiment malade, se retrouve confrontée à sa propre mortalité. L'oncologue, le docteur Patricia Remond, est franche avec elle. Avec les traitements actuels, elle peut espérer vivre encore 3 à 5 ans, peut-être plus si elle répond bien à la chimiothérapie. Les premiers mois de traitement sont particulièrement éprouvants. Brigitte perd ses cheveux, maigrit considérablement et doit réduire ses heures de travail. Ses collègues de la crèche, désormais dirigée par Caroline Muller, se montrent très solidaires. Elles organisent des tours de garde pour l'accompagner à ses séances de chimiothérapie, lui apportent des repas, la soutiennent moralement. Cette bienveillance, paradoxalement, torture encore plus Brigitte. Comment ces femmes peuvent-elles être si attentionnées envers elle, alors qu'elles leur cachent depuis 11 ans un secret si terrible? Chaque geste de gentillesse de leur part lui rappelle son imposture. C'est pendant l'été 2020, lors d'une hospitalisation pour une complication du traitement, que Brigitte fait la connaissance de sœur Marguerite, aumônier de l'hôpital Mercy. Cette religieuse de 68 ans, au visage ridé mais aux yeux d'une douceur infinie, visite régulièrement les malades de l'unité d'oncologie. Brigitte, qui n'a jamais été particulièrement croyante, malgré sa fréquentation récente de l'église, se trouve étrangement apaisée par la présence de cette femme. Sœur Marguerite ne prêche pas, ne juge pas, elle écoute simplement. Et pour la première fois depuis 11 ans, Brigitte ressent le besoin impérieux de parler. « Ma sœur », commence-t-elle un jour, « peut-on être pardonné de tout ?» La religieuse la regarde avec bienveillance. « Dieu pardonne tout à celui qui reconnaît sincèrement ses fautes et cherche à les réparer. » Cette phrase résonne dans l'esprit de Brigitte comme une révélation. Au cours des semaines suivantes, les deux femmes se rapprochent. Brigitte ne révèle pas encore son secret, mais elle tourne autour, pose des questions hypothétiques sur le pardon, la rédemption, le poids des fautes cachées. Sœur Marguerite, avec l'intuition de celles qui ont passé leur vie à accompagner les âmes en détresse, sent que cette femme porte un fardeau énorme. « Vous savez, Brigitte, lui dit-elle un jour, il n'y a pas de paix possible sans vérité, et il n'y a pas de vérité possible sans courage. » Ces mots font l'effet d'une bombe dans l'esprit de Brigitte. Cette nuit-là, elle ne dort pas, repensant à Gabriel, à ses parents, à toutes ces années de mensonges. En septembre 2020, l'état de santé de Brigitte se stabilise temporairement. Elle peut reprendre une activité réduite à la crèche, ce qui lui fait du bien moralement. Mais quelques mois plus tard, en février 2021, les examens révèlent que le cancer a progressé. Des métastases sont apparues au niveau du foie et des poumons. Cette fois, le docteur Remond ne peut plus masquer la gravité de la situation. « Il nous reste peut-être 6 mois, 1 an tout au plus », annonce-t-elle à Brigitte. Face à cette échéance, quelque chose se dénoue définitivement dans l'esprit de la malade. Elle pense à Gabriel, enterré depuis 13 ans sous cette maison du quartier Sablon. Elle pense à Marie, qu'elle a aperçue récemment dans un supermarché, toujours aussi fragile, toujours à chercher des visages d'enfants dans la foule.
Elle pense à Antoine, qu'un ami commun lui a dit être devenu SDF après avoir tout perdu. Brigitte réalise que son mensonge n'a protégé personne. Au contraire, il a détruit la famille Monet plus sûrement qu'un aveu immédiat l'aurait fait. En gardant le secret de la mort de Gabriel, elle a privé ses parents de faire leur deuil, de l'enterrer dignement, de refermer cette plaie béante. C'est lors d'une nouvelle conversation avec sœur Marguerite, en mars 2021, que Brigitte trouve enfin le courage de parler. « Ma sœur, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai quelque chose d'horrible à vous avouer. J'ai tué un enfant. » Le visage de la religieuse ne trahit aucune surprise, aucun jugement. Elle prend simplement la main de Brigitte et l'encourage à continuer. Et pour la première fois depuis 13 ans, Brigitte Lacroix raconte toute la vérité. Elle parle du sirop donné à Gabriel, de sa mort accidentelle, de la panique qui l'a saisie, de la décision terrifiante de cacher le corps. Elle évoque aussi ses 13 années de mensonges, cette double vie qu'elle a menée, continuant à travailler avec des enfants alors qu'elle avait causé la mort de l'un d'eux. Elle décrit sa culpabilité rongeante, ses insomnies, sa peur permanente d'être découverte. Sœur Marguerite l'écoute sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compassion. Quand Brigitte termine son récit, épuisée par cette confession, la religieuse reste longtemps silencieuse, puis elle dit simplement « Il faut que cette famille puisse faire son deuil, il faut que ce petit garçon puisse reposer en paix. » Cette nuit-là, Brigitte prend sa décision définitive. Elle va se rendre à la police et avouer son crime. Peu importe les conséquences légales, elle n'a plus que quelques mois à vivre de toute façon. Ce qui compte, c'est de libérer enfin Marie et Antoine de cette attente insoutenable, de permettre à Gabriel de recevoir enfin une sépulture digne. Le lendemain matin, 23 mars 2021, Brigitte demande à sa voisine, Madame Schneider, de l'accompagner au commissariat central de Metz. Elle prétexte devoir déposer plainte pour un vol de courrier, ne voulant pas éveiller les soupçons. Mais une fois arrivée devant le bâtiment de la rue Gambetta, elle dit à sa voisine qu'elle préfère y aller seule. À l'accueil, elle demande à parler à un inspecteur au sujet de l'affaire Gabriel Monet. Le nom fait sursauter l'agent d'accueil. Cette affaire, classée depuis longtemps, reste dans toutes les mémoires du commissariat. Il fait appeler l'inspecteur Julien Favre, qui a repris le dossier après le départ en retraite de Laurent Vidal. Quand Brigitte annonce qu'elle souhaite faire des révélations importantes sur la disparition du petit Gabriel, l'inspecteur Favre la fait immédiatement entrer dans une salle d'interrogatoire. Il active l'enregistrement et, conformément à la procédure, lui lit ses droits avant de l'inviter à parler. « Je sais ce qui est arrivé à Gabriel Monet », commence Brigitte d'une voix tremblante. « Je sais où il se trouve, et je sais qui l'a tué. » L'inspecteur Favre se penche vers elle, le cœur battant. Après 13 ans d'enquête infructueuse, enfin un témoin capital semble se présenter. « C'est moi qui l'ai tué », lâche alors Brigitte. Cette phrase provoque un moment de silence sidéré dans la salle d'interrogatoire. L'inspecteur Favre, qui s'attendait peut-être à entendre le nom d'un suspect, n'arrive pas immédiatement à intégrer cette confession. Brigitte Lacroix, cette femme fragile de 66 ans, rongée par la maladie, vient d'avouer le meurtre d'un enfant de 3 ans. « Madame Lacroix, reprend l'inspecteur après s'être ressaisi, vous réalisez la gravité de ce que vous venez de déclarer ? Vous avez le droit de faire appel à un avocat avant de poursuivre. » Mais Brigitte secoue la tête. « Non, j'ai attendu 13 ans pour dire la vérité. Je veux tout raconter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Et elle recommence son récit, cette fois avec tous les détails techniques nécessaires à l'enquête. Elle explique le type de sirop utilisé, la marque exacte, le dosage approximatif qu'elle avait donné à Gabriel. Elle décrit précisément la salle de sieste, l'emplacement du matelas de l'enfant, les horaires exacts de chaque événement. L'inspecteur Favre prend des notes frénétiquement. Certains éléments que raconte Brigitte n'étaient connus que des enquêteurs de l'époque. La position du matelas de Gabriel, la couleur exacte de son doudou, le fait qu'il portait un pull rouge ce jour-là. Ces détails, jamais rendus publics, confirment l'authenticité de ses déclarations. Quand Brigitte en arrive à la partie la plus terrible de son récit, le moment où elle a découvert Gabriel mort et sa décision de cacher le corps,
L'inspecteur doit faire une pause. Lui-même père de famille, il peine à imaginer qu'une professionnelle de la petite enfance ait pu agir ainsi. « Où avez-vous caché le corps ?» demande-t-il finalement. Brigitte donne l'adresse exacte. 11 rue des Cerisiers, dans le nouveau quartier qui était en construction à l'époque. Il est enterré dans le jardin de derrière, près du mur qui donne sur la rue, précise-t-elle. L'inspecteur Favre contacte immédiatement ses supérieurs et le procureur de la République. Une telle confession nécessite des vérifications immédiates. Il faut d'abord s'assurer de la véracité des déclarations de Brigitte, puis organiser les recherches pour retrouver le corps de Gabriel. Pendant que les autorités judiciaires s'organisent, Brigitte reste en garde à vue. Malgré son état de santé précaire, elle semble soulagée d'un immense poids. Pour la première fois depuis 13 ans, elle n'a plus de secret à cacher. Elle répond à toutes les questions des enquêteurs avec une précision troublante, donnant des détails que seule la vraie coupable pouvait connaître. L'après-midi même, une équipe de la police scientifique se rend aux 15 rue des Cerisiers. La maison est habitée par la famille Blanchard depuis 2010. Stéphane, ingénieur informatique, sa femme Delphine, professeur des écoles, et leurs 2 enfants, Lucas et Emma. Quand les policiers leur expliquent la raison de leur visite, le couple est sous le choc. « Un enfant enterré dans notre jardin ? Mais c'est horrible !» s'exclame Delphine Blanchard. « Nos enfants jouent là tous les jours. » Les enquêteurs rassurent la famille. Il s'agit d'un événement très ancien, antérieur à leur installation, et il n'y a aucun danger sanitaire. Les Blanchard acceptent, bien sûr, que des fouilles soient effectuées. Ils sont même soulagés d'apprendre que le mystère de la disparition de Gabriel, dont ils avaient entendu parler à leur arrivée dans le quartier, pourrait enfin être élucidé. Les fouilles commencent le lendemain matin. L'équipe de la police scientifique, dirigée par le capitaine Bernard Lemoine, utilise d'abord un géoradar pour détecter d'éventuelles anomalies dans le sol. L'appareil révèle effectivement une zone suspecte à l'endroit exact indiqué par Brigitte. Les policiers creusent avec précaution, sous le regard des voisins qui se sont rassemblés derrière les barrières de sécurité. Vers 11 heures, la pioche d'un agent heurte quelque chose de dur. C'est un petit os, manifestement humain. L'émotion saisit tous les présents. Les fouilles se poursuivent avec encore plus de précaution. Progressivement, un squelette d'enfant apparaît. Il est recroquevillé en position fétale, enveloppé dans les lambeaux de ce qui fut jadis une couverture. À côté du squelette, les enquêteurs découvrent les restes d'un doudou en peluche et des fragments de vêtements. Le docteur Hélène Garnier, médecin légiste, examine immédiatement les restes. La taille du squelette, l'état de développement des os, la dentition conservée, tout correspond à un enfant de 3 ans environ. Les vêtements retrouvés, un pull rouge décoloré, un pantalon en velours, correspondent exactement à la description de la tenue que portait Gabriel le jour de sa disparition. Mais c'est l'analyse du doudou qui apporte la confirmation définitive. Malgré 13 années passées dans la terre, quelques lettres brodées sont encore visibles sur l'oreille du lapin en peluche. Abriel. Marie Monet avait elle-même brodé le prénom de son fils sur pompon, pour éviter que le doudou ne se perde à la crèche. La nouvelle de la découverte du corps se répand comme une traînée de poudre dans Metz. Les médias, qui avaient suivi l'affaire à l'époque, dépêchent immédiatement leurs équipes sur place. Le petit Gabriel Monet, disparu depuis 13 ans, vient d'être retrouvé. Il faut maintenant prévenir les parents. Cette mission incombe à l'inspecteur Favre, assisté d'une psychologue de la police. Marie Monet, qui vit désormais seule dans un petit appartement du centre-ville, reçoit leur visite dans l'après-midi. Quand elle ouvre sa porte et voit les policiers, Marie comprend immédiatement. « Vous l'avez trouvé ?» dit-elle simplement, sans poser de questions. L'inspecteur Favre confirme d'un hochement de tête et Marie s'effondre. Après 13 années d'espoir et de désespoir mêlés, elle sait enfin. Les sanglots qui secouent cette femme de 42 ans paraissent contenir 13 années de souffrance refoulée. « Est-ce qu'il a souffert ?» demande-t-elle entre 2 larmes. L'inspecteur la rassure du mieux qu'il peut. Selon les premières constatations, Gabriel semble être mort paisiblement. Antoine Monet est plus difficile à localiser.
Depuis son divorce et sa déchéance sociale, il vit de façon précaire, dormant tantôt chez des amis, tantôt dans des foyers d'hébergement. Les services sociaux finissent par le retrouver au centre d'accueil Sainte-Marguerite, où il séjourne depuis plusieurs semaines. L'homme qui se présente devant les policiers n'a plus rien à voir avec le technicien Prosper d'autrefois. Antoine a vieilli prématurément, ses cheveux sont gris, son visage marqué par l'alcool et les années de rue. Mais quand il apprend que Gabriel a été retrouvé, quelque chose s'allume dans ses yeux éteints. « Mon petit bonhomme », murmure-t-il, et il pleure comme il n'avait plus pleuré depuis des années. Pour la première fois depuis 13 ans, Antoine Monet peut commencer à faire le deuil de son fils. Le lendemain de la découverte du corps, Brigitte Lacroix est à nouveau interrogée au commissariat. Cette fois, l'inspecteur Favre n'est plus seulement face à une femme qui avoue un crime. Il est face à la meurtrière avérée du petit Gabriel Monet. L'autopsie préliminaire a confirmé que l'enfant était mort d'un arrêt respiratoire, compatible avec un empoisonnement médicamenteux. « Madame Lacroix, » commence l'inspecteur, « nous avons retrouvé le corps de Gabriel exactement où vous l'aviez indiqué. Les premières analyses confirment vos déclarations, mais j'ai besoin de comprendre. Comment avez-vous pu vivre 13 ans avec un tel secret ?» Brigitte, encore plus fragile physiquement que la veille, trouve pourtant la force de répondre avec une lucidité troublante. « Chaque jour a été un enfer, inspecteur. Chaque nuit, je voyais le visage de Gabriel. Chaque fois que je croisais ses parents dans la rue, j'avais envie de tout avouer. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. » Elle explique comment, au fil des années, le mensonge initial s'est transformé en piège dont elle ne pouvait plus sortir. Au début, je me disais que j'allais avouer dans quelques jours, quand j'aurais trouvé le courage. Puis quelques semaines, puis quelques mois, et soudain, 13 ans avaient passé. L'inspecteur Favre, malgré l'horreur du crime, ne peut s'empêcher d'être touché par la sincérité de cette femme. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à parler ? Brigitte évoque sa maladie, sa rencontre avec sœur Marguerite, et surtout cette prise de conscience que son silence n'avait fait qu'aggraver la souffrance des parents. J'ai réalisé que Gabriel méritait d'avoir une vraie tombe, que ses parents méritaient de pouvoir lui faire leurs adieux, et que moi, je ne pouvais pas mourir en emportant ce secret. Cette phrase résume tout le drame de cette affaire. Une erreur médicale tragique, transformée en crime par la lâcheté, puis en rédemption tardive par l'approche de la mort. L'interrogatoire se poursuit pendant plusieurs heures. Brigitte détaille chaque aspect de son crime, depuis le moment où elle a pris le sirop dans l'armoire, jusqu'à celui où elle a recouvert la tombe improvisée de Gabriel. Elle reconnaît avoir menti délibérément aux enquêteurs en 2008, avoir manipulé ses collègues et les parents de la victime pendant 13 ans. Mais ce qui trouble le plus l'inspecteur Favre, c'est la personnalité complexe de cette femme. Brigitte Lacroix n'est pas un monstre. C'est une professionnelle qui aimait sincèrement les enfants, qui s'est retrouvée dans une situation dramatique et qui a pris la pire décision possible sous l'emprise de la panique. « Si c'était à refaire, que feriez-vous » lui demande-t-il. « J'appellerais immédiatement les secours », répond Brigitte sans hésiter. « J'avouerai mon erreur, j'assumerai les conséquences. Au moins, les parents auraient pu faire leur deuil dignement, et Gabriel aurait eu les funérailles qu'il méritait. Cette lucidité tardive est peut-être ce qu'il y a de plus poignant dans cette affaire. » Brigitte Lacroix a parfaitement conscience que sa décision de 2008 a causé infiniment plus de souffrance qu'un aveu immédiat. Mais cette conscience n'est venue qu'avec l'approche de sa propre mort. Le soir même, l'inspecteur Favre rend visite à Marie Monet pour lui transmettre les éléments de l'enquête. Il lui explique les circonstances exactes de la mort de Gabriel. L'administration du sirop, l'arrêt respiratoire, la découverte du décès par Brigitte. Marie écoute en silence, les larmes coulant sur ses joues. Elle l'a tué par négligence, puis elle m'a laissé espérer pendant 13 ans qu'il était vivant quelque part. Murmure-t-elle finalement. Comment peut-on faire ça à une mère? Cette question, l'inspecteur Favre ne sait pas y répondre. Il y a des actes humains qui dépassent l'entendement, même pour un policier expérimenté. Antoine Monet, lui, réagit différemment quand il apprend les détails de l'affaire. Au moins, il n'a pas souffert, dit-il. Au moins,
Personne ne lui a fait du mal volontairement. Cette capacité à trouver une forme de consolation dans l'horreur témoigne peut-être d'une sagesse acquise au prix de 13 années de souffrance. Le procureur de la République, Laurent Dubois, doit maintenant décider des poursuites contre Brigitte Lacroix. Techniquement, elle peut être poursuivie pour homicide involontaire, recel de cadavres et entrave à l'action de la justice. Mais son état de santé catastrophique et sa coopération totale avec l'enquête plaident en sa faveur. Le 30 mars 2021, une semaine après sa confession, Brigitte Lacroix est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire en raison de son état de santé. Le juge d'instruction, Madame Isabelle Clement, estime qu'une incarcération serait inappropriée compte tenu de l'évolution rapide de son cancer. Cette décision provoque des réactions contrastées. Certains estiment que Brigitte bénéficie d'un traitement de faveur, que n'importe quel autre criminel aurait été emprisonné. D'autres soulignent qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre et que sa confession volontaire mérite d'être prise en compte. Marie Monet, interrogée par les journalistes, déclare simplement « Je ne lui pardonne pas, mais je ne souhaite pas sa mort. Elle nous a enfin permis de retrouver Gabriel. C'est tout ce qui compte maintenant. » Les funérailles de Gabriel Monet ont lieu le 8 avril 2021, par une matinée de printemps ensoleillée qui contraste avec la tristesse de l'événement. 13 ans après sa disparition, le petit garçon aux boucles châtain va enfin recevoir une sépulture digne. La cérémonie se déroule à l'église Saint-Maximin, celle-là même que fréquentait Brigitte Lacroix. Le père Gonzalez, qui officie, a choisi ces mots avec soin. Il parle de Gabriel comme d'un enfant qui a attendu longtemps de pouvoir rejoindre la maison du père, évitant soigneusement d'évoquer les circonstances de sa mort. Marie et Antoine Monet sont assis côte à côte dans le premier rang pour la première fois depuis leur divorce. Leur peine commune les a temporairement rapprochés. Ils tiennent chacun une photo de Gabriel. Marie, celle de ses 3 ans, prise quelques semaines avant sa disparition. Antoine, celle de son premier anniversaire. Derrière eux, toute la crèche, les petits anges, est représentée. Caroline Muller, l'actuelle directrice, plusieurs éducatrices qui connaissaient Gabriel, et même Sandrine Lemaire, l'ancienne directrice aujourd'hui retraitée. Toutes pleurent cet enfant qu'elles ont aimé et dont elles portent, d'une certaine façon, la culpabilité collective. L'inspecteur Favre est également présent, accompagné de plusieurs de ses collègues. Pour ces hommes habitués à côtoyer la mort et le crime, les funérailles d'un enfant restent toujours un moment particulièrement émouvant. Brigitte Lacroix n'assiste pas à la cérémonie. Elle a souhaité y participer, mais Marie Monet s'y est opposée. Elle nous a déjà pris 13 ans de la vie de Gabriel. Elle ne lui prendra pas ses funérailles, a déclaré la mère, avec une fermeté qui n'acceptait aucune discussion. Brigitte regarde pourtant la cérémonie depuis sa chambre d'hôpital. Son état s'est considérablement dégradé depuis sa confession, comme si le secret qui la maintenait en vie s'étant évaporé. Son corps avait cessé de lutter. Elle suit les obsèques sur son téléphone portable, grâce aux images diffusées par une chaîne de télévision locale. Quand le petit cercueil blanc est porté vers le corbillard, Brigitte murmure « Pardon, Gabriel, pardon ». Ces mots, elle les répète depuis une semaine, espérant qu'ils atteindront d'une façon ou d'une autre l'âme de l'enfant qu'elle a tué. Au cimetière de l'Est, Gabriel est inhumé dans le caveau familial des Monet. Sa tombe, ornée d'une stèle en marbre blanc gravée de son prénom et de ses dates de naissance et de décès, porte cette inscription choisie par ses parents « Notre petit ange, enfin en paix ». Les semaines qui suivent les funérailles sont marquées par une forme d'apaisement pour la famille Monet. Marie reprend progressivement le travail à l'hôpital, où ses collègues l'accueillent avec une bienveillance touchante. Antoine, aidé par les services sociaux et soutenu par l'association Enfants disparus, commence un processus de réinsertion. Le couple ne se remet pas ensemble. 13 années de séparation ont créé des blessures trop profondes, mais ils retrouvent une forme de respect mutuel. Ils se rendent ensemble sur la tombe de Gabriel chaque dimanche, apportant des fleurs fraîches et nettoyant la pierre tombale. L'affaire Brigitte Lacroix, elle, suit son cours judiciaire.
Le 15 mai 2021, elle fait un malaise pendant un interrogatoire et doit être hospitalisée d'urgence. Les médecins sont formels, il ne lui reste que quelques semaines, peut-être quelques jours. Le procureur Dubois prend alors une décision inhabituelle. Considérant l'état de santé de l'accusé et sa coopération exemplaire avec la justice, il décide de ne pas poursuivre la procédure. Brigitte Lacroix ne sera jamais jugée pour la mort de Gabriel Monet. Cette décision suscite des débats passionnés. Les partisans de la fermeté y voient un déni de justice, une impunité accordée à une meurtrière. Les défenseurs de la clémence soulignent que Brigitte a payé sa faute de 13 années de torture morale et que sa confession a au moins permis à la famille de retrouver la paix. Marie Monet, consultée par le procureur, approuve cette décision. « Elle va mourir bientôt », dit-elle. Que gagnerait-on à la juger ? Gabriel ne reviendra pas pour autant, et elle nous a rendu le plus important, la possibilité de lui faire nos adieux. Brigitte Lacroix s'éteint le 3 juin 2021, à l'âge de 66 ans, dans sa chambre de l'hôpital Mercy. Sœur Marguerite est à ses côtés, ainsi qu'une cousine éloignée, seule famille qui lui reste. Ses derniers mots sont pour Gabriel. « Dis-lui que je suis désolé. » Ses obsèques, 3 jours plus tard, contrastent fortement avec celles de Gabriel. Seule une dizaine de personnes y assistent. Quelques anciens collègues, sa cousine, sœur Marguerite, et, curieusement, Antoine Monet. Ce dernier expliquera plus tard, elle a fini par dire la vérité, c'est plus que beaucoup de gens n'auraient fait. L'affaire Gabriel Monet se clôt ainsi sur une note ambiguë. La justice n'a pas été rendue au sens strict, mais une forme de paix a été trouvée. Gabriel repose enfin en paix, ses parents ont pu faire leur deuil et Brigitte Lacroix a emporté avec elle le poids de sa faute. Dans les mois qui suivent, la crèche Les Petits Anges traverse une période difficile. Plusieurs parents retirent leurs enfants, inquiets de confier leur progéniture à un établissement marqué par un tel drame. Caroline Muller doit redoubler d'efforts pour restaurer la confiance et maintenir l'activité. Des mesures de sécurité supplémentaires sont mises en place. Double surveillance pendant les siestes, protocole renforcé pour l'administration de médicaments, formation spécifique du personnel. Ces mesures, nécessaires, ne peuvent cependant effacer le traumatisme collectif vécu par l'équipe. Sandrine Lemaire, l'ancienne directrice, fait plusieurs dépressions. Elle se reproche de ne pas avoir détecté la détresse de Brigitte en 2008, de ne pas avoir mis en place des contrôles plus stricts. Comment ai-je pu travailler pendant des années avec une femme qui avait tué un enfant sans m'en apercevoir ? Se demande-t-elle inlassablement. L'inspecteur Favre, lui, range définitivement le dossier Gabriel Monet dans les archives. Cette affaire restera l'une des plus marquantes de sa carrière, celle qui lui aura appris que la vérité peut parfois mettre 13 ans à émerger, mais qu'elle finit toujours par triompher. 1 an après les révélations, Marie Monet accepte de témoigner dans un documentaire sur les enfants disparus. Elle raconte ses 13 années d'enfer, cet espoir qui renaissait à chaque signalement d'enfants retrouvés, cette culpabilité permanente de ne pas assez chercher. Aujourd'hui, dit-elle face à la caméra, je sais que Gabriel n'a jamais souffert. Il s'est endormi paisiblement, comme tous les soirs, quand je lui chantais sa berceuse. C'est ma seule consolation dans cette tragédie. Antoine Monet, grâce au soutien des associations et à sa nouvelle sobriété, a retrouvé un emploi dans une petite entreprise de Metz. Il ne s'est pas remarié, consacrant son temps libre au bénévolat auprès de familles et d'enfants disparus. Gabriel m'a appris que chaque jour est précieux, explique-t-il. Je ne veux plus en gaspiller aucun. Ce cas nous montre comment une décision prise dans un moment de panique peut détruire des vies pendant des décennies. L'erreur médicale de Brigitte Lacroix était certes grave, mais c'est son choix de dissimuler la vérité qui a transformé un accident tragique en calvaire de 13 années pour une famille entière. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire ? La détresse des parents Monet, le poids du secret porté par Brigitte ou sa confession finale qui a permis d'apporter un semblant de paix ? Aviez-vous deviné que la coupable était si proche de la famille ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si vous avez été touché par ce récit et que vous appréciez ce type d'enquête approfondie sur des affaires réelles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre pouce bleu si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces cas troublants de la nature humaine.